Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec, Night Train au micro. Aujourd'hui, on va traiter de plusieurs sujets en rafale. Ça va arriver de temps en temps que je vais faire ça, c'est-à-dire que il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de choses qui se passent dans l'actualité ou en général. Puis, j'ai le goût de surfer rapidement sur chacun des sujets pour dire, dans le fond, l'essentiel de ce qu'il y a à dire. Comme on dit en bon français, get to the point. Alors, on va passer ça en rafale, fait qu'on passe ça tout de suite. Il y avait le débat Trump-Clinton à la télévision hier. Et puis, deux, trois choses là-dessus. Premièrement, les Américains vivent dans un pays de 400 millions d'habitants, avec parmi les plus grandes universités, les plus grands instituts de recherche, les institutions académiques les plus réputées dans le monde, donc qui produisent beaucoup de gens extrêmement connaissants et qualifiés, des cerveaux, comme on dit. C'est un pays d'entrepreneuriat aussi, il y a plein de dirigeants d'entreprises, etc. Et malgré qu'on ait 400 millions et tout ce que je vous ai dit, on aboutit à deux candidats à la présidence des États-Unis qui sont décevants. Deux candidats qui ne sont pas intéressants pour différentes raisons dans les deux cas. D'un côté, vous avez Clinton, qui est une bureaucrate typique là, de Washington, qui est un peu déconnectée de la base de la population, et puis qui va gérer le pays à la façon d'une technocrate. Puis bon, on pourrait aller un peu plus en détail, mais essentiellement, c'est pas une candidature emballante. De l'autre côté, vous avez Trump, qui est un homme d'affaires qui a connu du succès, même s'il a fait banqueroute à quelques reprises. C'est un gars qui vaut probablement plusieurs milliards. Et donc qui connaît du succès au niveau de l'entreprise privée, mais qui n'a pas du tout la stature présidentielle. C'est un gars qui est un peu clown ses bords, il dit n'importe quoi. Dire n'importe quoi, c'est le fun dans le chum, quand tu es à la cage ou ailleurs. Mais quand tu veux être président d'un pays comme les États-Unis, tu peux pas dire n'importe quoi. Au débat hier, Trump était mal préparé, il s'est fait lessiver, laver, torcher, wiper par Clinton, qui n'est pourtant pas une grande débatteur, mais qui, elle, était extrêmement bien préparée et qui a réussi à le knock-outer à plusieurs reprises, à mon sens. Donc, c'est victoire de Clinton assurée au débat d'hier, et cette victoire-là signifie une victoire assurée de Clinton à l'élection dans un mois. Voilà pour ce qui est de ce débat-là. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est les remparts de Québec. Je suis allé à la partie d'ouverture des remparts. Comme je l'avais mentionné dans un podcast antérieur, je n'ai plus de billets de saison pour les remparts, pour les raisons que je vous ai évoquées, mais essentiellement, j'ai retrouvé la principale raison de ça à la partie d'ouverture, c'est carrément du hockey de fillette. Alors, il y a eu un grand total de 2 mises en échec par des joueurs des remparts, une mise en échec, entre autres, de Yannick Turcotte. Et j'ai vu un joueur de Chicoutimi essayer de faire une mise en échec, et vraiment, là, on voyait... C'était drôle parce qu'il essayait de faire quelque chose, puis il ne savait pas comment le faire. Fait qu'imaginez-vous, vous êtes rendu dans le junior majeur, puis vous ne savez pas comment donner une mise en échec. Fait que c'est malheureux. Il va falloir que les remparts rectifient le tir, parce que les assistances, comme je l'ai dit, je ne le souhaite pas parce que moi, j'adore le hockey et j'adore les remparts. Mais les assistances risquent de baisser si on continue à donner du hockey aussi peu inspiré et aussi peu robuste que ça. Le hockey, c'est un sport de rapidité d'abord, puis d'habileté, mais il faut aussi que vous ajoutiez un ingrédient, surtout ici à Québec, je l'ai dit dans mon podcast, c'est-à-dire la robustesse. Il faut jouer de façon intense. Ce n'est pas le cas. C'était triste à voir. On était 11 000. Puis, il n'y avait pas vraiment d'ambiance, en plus. Parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur la glace. Ça finit là. Le club est à l'image du coach. Le coach, c'est un bon gars. Là. C'est un gars qui connaît le hockey, mais c'est pas un gars qui est enflammé. C'est pas un gars... On dirait que le club est flat-file. Flat. Fait que je leur souhaite de gagner en part. Je leur souhaite la Coupe Mémoriale, mais mon Dieu, que le produit sur la glace est endormant. Voilà pour ce qui est des remparts de Québec. Autre sujet dont je voulais vous parler. J'ai entendu à la radio la semaine dernière quelque chose qui m'a vraiment renversé. Je le dis comme ça, amicalement, là. Il y a un animateur très connu de la radio traditionnelle de mon oncle à Québec qui a simplement dit que M. François Paradis, qui est un député au gouvernement provincial de l'opposition de la CAQ, que ce monsieur-là serait un excellent chef de la CAQ et également un excellent premier ministre. Vous avez bien compris. Enfin,
J'ai rien contre François Paradis. Ce monsieur-là est un ancien animateur de télévision. Un bon Jack, c'est certain. Mais on comprendra que le monsieur n'a pas tout à fait là, le profil pour ni être chef de la CAQ, puis encore moins premier ministre du Québec. L'animateur qui a sorti ça, je ne sais pas s'il était conscient de ce qu'il disait, mais il faudrait qu'il baisse la dose là, ou qu'il change de fournisseur pour son stock, là, parce que le stock est trop fort. Là. Ça nous fait dire des choses des fois qui sont un peu bizarres lorsque c'est le cas. Fait que c'est vraiment incroyable. Vous savez c'est quoi le principal dossier de François Paradis depuis qu'il est député? Je ne dis pas que ce n'est pas un dossier important, mais c'est les parkings dans les hôpitaux. Lui, son cheval de bataille, là, c'est les parkings dans les hôpitaux. Bon. Je ne dis pas que c'est pas important, mais il ne devrait pas avoir des parkings payants. Puis il devrait avoir plus de parking, puis tout ça. Bon. Alors là, on est à ce niveau-là depuis qu'il est en politique. Là. C'est les parkings, il y a le piton collé là-dessus. Fait que, écoutez, on lui souhaite du bien, c'est sûrement un bon père, un bon grand-père, là, mais des fois, on entend des choses à la radio. Il ne devrait pas dire ça quand on... Il ne devrait pas dire des choses en main quand on conduit en plus, parce qu'on peut faire des accidents, tu sais. Parce que des fois, on les écoute, là. Alors, voilà. Autre sujet en rafale, le journal Le Soleil. Ça fait plusieurs années qu'on entend à la radio traditionnelle ce qu'on j'appellerais du bashing Soleil. Là. Le journal Le Soleil, en résumé, pour toutes les... en tout cas, la plupart des grandes soi-disant pseudo-fausses et fournées vedettes de radio de Québec, le journal Le Soleil, c'est pourri, c'est pas bon. Bon, on peut bien être en désaccord avec la façon avec les opinions des journalistes du Soleil, avec le journal en général, sa facture en général, sa façon de se développer comme entreprise. Mais à un moment donné, il faut comprendre une chose, là. C'est difficile pour des gens de Dolbeau qui sont originaires de Chicoutimi puis de Alma, mais le journal Le Soleil, c'est le journal historiquement de Québec. Il n'y avait pas de journal à Québec à part le journal Le Soleil. Là. Au début du 20e siècle, là, il y avait le Chronicle Telegraph puis Le Soleil. C'est le journal de Québec. Fait que je ne dis pas qu'il faut se brancher sur l'histoire, mais il faut quand même reconnaître que Le Soleil a une histoire à Québec, puis une histoire prestigieuse dans l'ensemble. C'est sûr que l'entreprise a dû se réaligner, puis doit encore se réaligner, mais c'est pas juste le cas du Soleil, c'est le cas d'un paquet de journaux. Je vais vous donner à titre d'exemple, il y a au moins 4-5 grands quotidiens de plusieurs grandes villes américaines qui sont sur le bord de la faillite. Fait que la problématique que vit le Soleil, c'est une problématique qui est mondiale, c'est une problématique qui est nord-américaine. C'est d'essayer de se repositionner face à l'arrivée du web. Mais bâcher le Soleil, c'est pas intelligent là, pour les animateurs de Dolbeau. Parce que si ça contribue à faire fermer le Soleil, bien, ça veut dire des pertes d'emploi. Ça veut dire la perte d'un icône, d'un symbole quand même à Québec, au niveau journalistique, qui est le journal Le Soleil. Et ça veut dire une perte économique, là, importante. Fait que, tu sais, on peut être critique par rapport à un produit, par rapport à un service, mais s'acharner comme ça, parce que c'est vraiment de l'acharnement, à bâcher puis à vouloir détruire le journal Le Soleil en disant toutes sortes de choses à ce propos-là qui sont certainement pas toujours fondées en plus de la part de nos mononcles, bien écoutez, c'est pas une bonne chose. C'est d'autant plus choquant que c'est fait, que je le répète, ça vient de la bouche d'animateurs qui ont aucune connaissance historique de la ville de Québec, des gens qui viennent de Shawinigan, de Trois-Rivières, puis de Dolbeau. Fait qu'ils pourraient peut-être se garder une petite gêne puis penser à ceux qui gagnent leur vie au Soleil puis qui payent le pain puis le beurre sur la table pour leurs femmes, leurs enfants, leur famille. Ça serait peut-être plus intelligent de leur part de s'en tenir à ça puis d'arrêter de bâcher le Soleil. En passant, j'ai aucune connaissance au Soleil, j'ai pas de part là-dedans, je le dis en tout détachement. Mais il devrait y repenser avant de continuer toujours bâcher sur une entreprise privée qui fait vivre du monde. Toujours en rafale, on continue. Michel Villeneuve. Michel Villeneuve, c'est un animateur de sport à la radio. Il a été à la télévision aussi. Il a été congédié suite à des événements que beaucoup d'entre vous connaissez. C'est un bon Jack, Michel Villeneuve. C'est un gars qui est très professionnel. C'est un gars qui est coloré en plus. C'est un gars qui a toujours été vivant, puis qui a toujours donné ses opinions de façon franche et directe. C'est très, très rare, ça, dans le monde journalistique, dans le monde des médias, où tout le monde est un peu drabe.
Alors, c'est pas n'importe qui. Et puis, suite à des choses qu'il a dit à propos de l'entraîneur du Canadien, Michel Therrien, bien, il a été congédié. Tout ce que je veux dire, c'est que, c'est un bon journaliste qui va se retrouver une job, j'en suis certain. 2, c'était pas mérité. On n'agit pas comme ça, sauf dans les républiques de bananes. Ça n'a pas de bon sens. Là. On s'entend qu'on a réagi comme si on était dans un pays sous-développé ou une dictature. Là. Quelqu'un dit quelque chose contre le dictateur le liquide. Là. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé au Québec. Puis il n'y a pas eu tant d'écho que ça par rapport à ça. Quand ça arrive aux autres, on ne dit pas grand-chose tant que ça ne nous arrive pas à nous-mêmes, hein, n'est-ce pas, les gens de la radio, là? Ben, moi, je souhaite que Villeneuve se replace. C'est un gars qui est de Québec, c'est un gars qui est de Montmorency, ici, près de Beauport. C'est un bon Jack. C'est un gars solide, puis il ne méritait pas ce qui est arrivé. L'autre chose qu'on peut dire à ce propos-là, c'est que ça vous montre combien le Canadien de Montréal est influent, pesant. C'est pratiquement je dirais, anormal, là, de voir combien le poids du Canadien peut peser sur le sort de quelqu'un là, qui va dire des choses contre le Canadien, la Sainte Flanelle. Alors, la Sainte Flanelle, là, we don't care, OK? Fait que, c'est ça. Alors, voilà, pour ce qui est de Michel Villeneuve. Une autre chose aussi qui est un petit peu bizarre et fatigante, c'est le baby boomer bashing. Encore une fois, dans nos radios traditionnelles, on a quelques mononcles, là, des radios qui viennent un peu partout là, dans la province, là, mais pas de Québec, qui font du baby boomer bashing. Je résume en disant que tout ce qui va mal dans la société à Québec, puis au Québec, puis au Canada, puis pratiquement dans le monde entier, c'est la faute d'une génération qui s'appelle les baby boomers. Or, évidemment, c'est pas le cas, premièrement, parce qu'il y a plein de belles choses qui sont faites dans notre société par les baby boomers, puis par des gens aussi d'autres générations. Deuxièmement, c'est pas intelligent de dire ça quand une partie de votre auditoire qui vous écoute, ce sont des baby boomers. C'est quelque chose que quelqu'un devrait dire à certains animateurs de radio. Quand tu bâches les boomers, tu bâches toute une partie de ton auditoire. Fait que c'est vraiment pas intelligent. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que les baby boomers, c'est une génération qui s'échelonne sur à peu près 30 ans. Or, les générations, c'est à peu près 10 ans maximum. Donc, c'est une anomalie là, d'avoir une génération qui dure 30 ans, parce que vous comprendrez que quelqu'un qui est né, je sais pas moi, en 1950, n'a pas la même pensée que quelqu'un qui est né en 1966 ou 64. Parce que, bon, c'est normal, ce sont d'autres époques, d'autres références, d'autres thèmes qui animent les gens. Fait que c'est une autre chose aussi qui n'est pas trop brillante de ça, c'est de dire, regarde, tous les boomers sont pareils. Or, c'est complètement différent. Les boomers, tu pourrais trancher ça en 3-4 tranches très différentes. Chaque tranche pense différemment. Puis même à l'intérieur même des boomers, il y a des boomers qui n'aiment pas d'autres boomers parce qu'ils ont l'impression que les premiers ont passé la gratte puis ont ramassé pas mal tout le pactole. Donc, ça montre très, très peu une incompréhension de la génération, puis c'est une anomalie d'avoir une génération qui dure sur 30 ans. L'autre chose qu'il faut éviter dans une société, c'est les guerres, je dirais, générationnelles. Il faudrait expliquer ça à nos grands penseurs de la radio, là, que c'est insignifiant, c'est vraiment pas indiqué de faire du bashing intergénérationnel, parce que ça fait juste mettre de la marde dans le fan. Alors, au contraire, au Québec, on a besoin de se tenir les coudes, de se serrer les coudes, puis de travailler ensemble, puis d'être cohésif, toute la gang ensemble, puis de travailler en gang, puis en meute. Fait que si quelqu'un peut passer le message à cette bande d'individus-là là, qui disent n'importe quoi, parce que c'est des idiots. Ensuite de ça, en rafale toujours, 2-3 sujets avant de terminer. Il y a un match hors concours du Canadien de Montréal contre les Bruins de Boston, je crois. Évidemment que j'y vais pas, même si j'adore le hockey, parce que j'aime pas faire rire de moi. J'espère qu'il n'y aura pas de monde, mais je pense que ça va être plein. Je respecte les gens qui y vont, mais sachez que les line-up, les alignements sont remplis de joueurs de joueurs qui vont jouer dans la Ligue américaine. C'est même pas les meilleurs joueurs, c'est même pas leur top line-up qui vont mettre les deux clubs. Le Canadien arrive avec des gars qu'on connaît pas. Même chose pour Boston. Fait que t'as des chaudrons là, sur la glace qui sont devant toi, puis t'as payé le gros prix. T'sais. Fait que c'est un manque de respect pour les fans. L'autre chose, c'est que les Canadiens de Montréal, je l'ai expliqué dans mon premier podcast, quand j'ai parlé du dossier des Nordiques,
ont rien fait et au contraire, en coulisses, ont toujours travaillé pour que les Nordiques de Québec ne reviennent pas et que Québec n'ait pas de club dans la Ligue nationale. Là, okay. Alors, à chaque fois que vous montrez à la face pour encourager le Canadien, c'est comme si vous accréditez indirectement le bashing anti-nordique que le Canadien de Montréal peut faire en coulisses dans la Ligue nationale. Montréal n'est pas intéressé à ce qu'il y ait des Nordiques. Ils veulent garder le contrôle. Ils ont le monopole de l'amour. Ils ont le monopole du hockey. Puis ils veulent que ça continue de même. Puis c'est même ça continue. Alors, le match en concours Québec-Montréal, la seule chose intelligente à faire, c'est de ne pas y aller. Cette année, c'est fall ball, c'est plein. Mais j'espère que les années prochaines, les gens vont y penser à 2 fois avant de se montrer à face là. Puis de payer 150$ pour aller voir ça. Dernier sujet, le Rouge et Or football. Je suis aussi un maniaque de football. J'ai une chronique NFL sur mon podcast, si vous le savez. Je veux simplement dire que le Rouge et Or est une organisation extraordinaire, mais qui a dominé longtemps. Maintenant, la Ligue a atteint une certaine parité. Les Carabins de Montréal sont maintenant rendus aussi forts que le Rouge et Or. Donc, la domination outrageante du Rouge et Or football est terminée. Et c'était prévisible parce que tous les clubs, tous les gros clubs là, de football au niveau collégial sont en grande partie à Montréal. Donc, tous les joueurs qui jouent pour les Spartiates de Montréal ou qui jouent pour les Cheetahs de Vanier ou qui jouent pour d'autres gros collèges comme ça, j'ai inclus là-dedans aussi ceux en Estrie, eh bien, la plupart des bons joueurs venaient avec le Rouge et Or avant. Mais maintenant, ils vont avec les Carabins de plus en plus. Le nouveau coach des Carabins depuis quelques années, Danny Macciola, est capable de faire un recrutement de même qualité que celui de Glenn Constantin. Donc, Constantin n'est plus tout seul sur la glace lorsqu'il recrute, puis l'enjeu, c'est le recrutement. Alors, pour cette raison-là, les Carabins sont maintenant rendus aussi forts que le Rouge et Or. Donc, ça va demander au Rouge et Or de se retrousser les manches encore plus, puis de faire encore mieux pour pouvoir avoir un club compétitif. Ce dont je ne doute pas, parce qu'on a un coaching staff ici à Québec qui est extraordinaire, dirigé par Glenn Constantin et Justin Etier, etc. Alors, longue vie au Rouge et Or football, puis souhaitons qu'ils battent les Carabins puis qu'ils continuent à nous ramener des championnats comme ils l'ont toujours fait. Merci beaucoup tout le monde. C'était Radio B52. Night Train au micro.